Bonjour à tous, je suis Dr Tarek Amoun, praticien hospitalier, radiologue interventionnel au CHU de Nîmes. Je vous présente aujourd'hui l'embolisation des artères prostatiques, le côté technique et les résultats cliniques. Donc 5 millions de Français souffrent d'hypertrophie de prostate, donc un homme sur deux âgé de 55 à 70 ans ont des problèmes d'hypertrophie prostatique et des troubles du parapet urinaire secondaires à l'hypertrophie prostatique. Cela veut dire que c'est un problème de santé publique et qu'on doit bien traiter ces patients. Parfois, ce problème urinaire est stigmatisé par le patient et ils n'arrivent pas à en parler à leur médecin généraliste, à leur urologue. Donc, je pense même que ces chiffres sont un peu sous-estimés. L'objectif principal du traitement, c'est de réduire les symptômes obstructifs et irritatifs gênants décrits par le patient et de prévenir à long terme les complications telles que la détérioration de la fonction rénale et la survenue de rétention aiguë d'urine et d'avoir une sonde vésicale à demeure. La stratégie thérapeutique, au début, on commence par des règles d'hygiène de vie, de la phytothérapie. Si ça ne marche pas, on peut proposer aux patients des traitements médicaux, essentiellement des alpha-bloquants et puis des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Si ces traitements médicaux sont mal tolérés ou que ça ne marche pas, on peut proposer des traitements plus ou moins invasifs, donc la chirurgie ou d'autres traitements mini-invasifs, parmi lesquels s'inscrit l'embolisation des artères prostatiques. Donc on voit bien sur ces images qu'il y a plein d'autres techniques et l'embolisation des artères prostatiques, c'est une technique qui est là depuis plusieurs années, qui a permis de montrer son efficacité et de sa faible morbidité. C'est quoi l'embolisation des artères prostatiques? Il s'agit de l'occlusion des artères prostatiques des deux côtés. Ça se fait sous guidage fluoroscopique dans une salle de radiologie interventionnelle et ça doit être réalisé par un radiologue interventionnel qui est entraîné et expérimenté sur cette technique. Ça, c'est le schéma qu'on montre à nos patients lors de la consultation pré-interventionnelle pour montrer la voie d'abord, l'entrée dans l'artère fémorale ou radiale, de naviguer avec un microcathéter jusqu'au niveau de l'artère prostatique et après d'injecter des agents d'embolisation qui peuvent être des billes ou de la colle. On va détailler ça un peu plus tard. C'est des gestes qui se font en général en ambulatoire, en hôpital du jour, avec une hospitalisation à domicile pour gérer des antalgiques ou des anti-inflammatoires si jamais les patients ont quelques gènes du bas du ventre dans les 2 jours qui suivent l'embolisation. Donc pas d'hospitalisation prévue normalement, et c'est des gestes qui se font sous anesthésie locale, plus ou moins une sédation anesthésique à la demande du patient. Mais c'est des gestes qui ne sont pas douloureux, c'est des gestes qui sont plus ou moins lents, qui durent entre 1h30 et 2 heures. Donc il y a des patients qui préfèrent avoir une sédation anesthésique pour gérer l'anxiété. L'abord artériel peut être fémoral commun ou radial. Donc, on peut montrer ces images aux patients, soit on passe par voie fémorale ou par voie radiale. L'avantage de la voie radiale, c'est que le patient, en sortie de bloc, il peut se lever et marcher sur ses pieds pour pouvoir uriner. On passe en 4 franges, donc un abord vraiment de petite taille, sans risque d'avoir des complications du point de ponction. Ça se fait en bloc de radiologie interventionnelle. Je vous montre notre bloc avec notre machine 4DCT. On réalise des scanners, un aortoscanner en début d'intervention pour bien identifier les artères prostatiques et pouvoir naviguer ultérieurement de façon en fusion d'images entre les images scanographiques et les images scopiques et bien cibler la prostate et éviter toutes les autres anastomoses à risque. Voilà. Pour les radiologues interventionnels qui veulent se mettre à faire cette technique d'embolisation, avant tout, il faut bien connaître l'anatomie des artères prostatiques. L'artère prostatique, c'est une toute petite artère qui est une branche de l'artère iliaque interne qui mesure entre 0,5 et 1,5 mm. Il peut y avoir beaucoup d'anastomoses extraprostatiques, entre 40 et 60% dans la littérature. Que dire?
l'importance de bien connaître son anatomie pour pouvoir éviter ces anastomoses et les protéger pour ne pas avoir de complications. Il y a des branches centrales et capsulaires et le but c'est d'aller emboliser la partie centrale de la prostate, donc la zone transitionnelle qui est responsable de l'adénome de prostate. Il peut y avoir une ou plusieurs artères, il faut faire toutes les artères qui vont vasculariser la prostate pour avoir un bon résultat clinique et pour ne pas avoir de récidive ultérieure. Donc différents types anatomiques de naissance de l'artère prostatique, 4 types, soit que ça naisse de l'artère vésicale supérieure, soit que ça naisse directement du tronc antérieur de l'artère iliaque interne ou de l'artère obturatrice. Et type 4, c'est la naissance de l'artère pudendale interne. L'importance de la fusion d'images entre la KDCT, c'est-à-dire la orthoscanner initiale qu'on fait en salle, et les images en graphie. Et comme ça, on peut bien cibler notre prostate. Deuxième exemple qui montre l'importance de la corrélation entre le scanner et la graphie. Quand on est dans l'artère prostatique, on refait un scanner sur place pour être sûr du ciblage de la prostate et de ne pas avoir de variante anatomique à risque et d'injecter l'agent d'embolisation au bon endroit. Les agents d'embolisation qu'on peut utiliser, ça peut être les microbilles entre 300 et 500 microns. Et de plus en plus, on utilise plutôt les agents liquides pour emboliser la prostate. On utilise la colle en utilisant un microcathéter abondant pour essayer de pousser la colle le plus loin dans la prostate et avoir une nécrose plus importante de la prostate. Je vais vous détailler pourquoi on est passé à la colle ultérieurement. Ça, c'est les résultats d'embolisation en microbilles. Donc là, c'est l'artère prostatique qu'on identifie. On est dedans, on fait la graphie initiale pour voir le parenchyme prostatique. Après, on injecte les billes et on s'arrête quand il n'y a plus de parenchyme sur la graphie de contrôle. Un deuxième exemple pour l'embolisation en microbilles. La technique de tatouage prostatique qu'on a développée à Nîmes depuis quasiment 2 ans. Là, on regarde du côté droit l'avancée du produit de contraste sur la graphie initiale et du côté ici sur le côté droit de l'image, l'injection de la colle poussée par le sérum glucosé qui permet d'aller très loin dans la prostate pour pouvoir tout couvrir très distalement. Ça, c'est les résultats du tatouage prostatique. On voit la bonne couverture de la prostate, on voit très bien ce qu'on est en train de faire et surtout, ce qu'on va discuter après, c'est qu'on estime qu'il y aura moins de récidives ultérieures par revascularisation ou reperméabilisation de l'artère qu'on est en train de boucher. Un autre cas de tatouage prostatique. Les résultats cliniques, je me base surtout sur cette étude qu'on avait publiée en 2022 par notre équipe, qui était une étude rétrospective multicentrique française sur 383 patients, qui a permis de montrer un succès technique qui est entre 96 et 100% des cas, un succès clinique à 3 mois autour de 85%. Ce succès clinique était indépendant de l'effet centre. Tous centres confondus, on était à 85% de succès clinique après une embolisation prostatique faite dans les règles de l'art. Pourquoi il y a 15% des patients qui ne répondent pas? Ça s'appelle des mauvais répondeurs. On s'est penché pour savoir pourquoi il y a des patients qui ne répondent pas à l'embolisation prostatique. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. On est en train de chercher encore. Et ici à Nîmes, on pense que la perfusion prostatique joue un rôle primordial pour prédire l'efficacité de l'embolisation prostatique. Et je vous présente ici notre article qui a été publié il y a 2 ou 3 semaines pour montrer l'intérêt de l'étude de la perfusion prostatique avant l'embolisation pour prédire les patients chez qui l'embolisation marcherait mieux. Très faible risque de complications, 1% de risque d'ulcère pénien, 1% de risque de rétention aiguë d'urine. On a travaillé sur la prévention de ces complications, notamment l'ulcère pénien, et on a publié récemment un article pour montrer l'intérêt de mettre un garrot pénien chez certains patients chez qui on a des anastomoses avec l'artère pénienne pour éviter ce risque de complications. Un gros point
important pour l'embolisation prostatique, c'est l'absence de risque d'éjaculation rétrograde, contrairement à la chirurgie, et voir une amélioration du score IIEF5, donc la fonction érectile. Sur la majorité des études, il y a une amélioration du score IEF5 chez les patients après l'embolisation prostatique. Ça marche bien à moyen terme. Tous les articles, que ce soit les équipes portugaises, chinoises ou françaises, ont démontré les mêmes chiffres en termes d'efficacité clinique à 3 mois. Ça marche mieux qu'un traitement médical combiné, c'est-à-dire une bithérapie. Si les alpha-bloquants sont mal tolérés ou ne sont pas efficaces chez les patients, l'étude PARTEM, qui est une étude prospective randomisée multicentrique, a montré qu'à 9 mois, l'embolisation prostatique marche beaucoup mieux qu'un traitement médical combiné, que ce soit sur l'IPSS, sur la QOL et même sur la qualité de vie sexuelle, donc la fonction érectile. Là, on voit ici sur la première partie l'amélioration de l'IPSS pour l'embolisation des artères prostatiques. On voit ici les 15% chez qui l'embolisation prostatique ne marcherait pas. On les retrouve aussi sur quasiment toutes les techniques non chirurgicales. Et ici, pour le traitement médical, il y a des patients qui sont pires après la bithérapie. Et sur la deuxième partie, on voit l'amélioration de la qualité sexuelle qui est nettement mieux après embolisation prostatique qu'un traitement médical combiné. Ça marche bien à 2 ans. Là, ici, sur cette étude, on regarde que ce soit en IPSS ou en QOL, l'amélioration persistante jusqu'à 2 ans après embolisation. Et chez les patients chez qui ils ont une sonde à demeure, c'est-à-dire rétention aiguë d'urine, on est efficace de l'ordre de 65% des cas et on arrive à garder ces patients jusqu'à 2 ans sans sonde vésicale à 65% des cas. On est un peu moins bon sur l'efficacité à long terme. En 2022, il y avait cette étude portugaise qui a montré que le taux de réintervention à 10 ans était à 58%, avec un taux de reperméabilisation artérielle de l'ordre de 80% des cas, ce qui nous a poussé à chercher des solutions pour éviter ces relapses et ces reperméabilisations artérielles à long terme et améliorer notre efficacité à long terme. Et c'est pour ça qu'on est passé depuis quasiment 2 ans à l'embolisation à la colle, parce qu'on estime que d'emboliser avec de la colle, ça permettrait d'avoir moins de reperméabilisation artérielle et du coup une meilleure efficacité à long terme. Quels patients traités? Toutes les études ont montré que l'embolisation marcherait bien sur des grosses prostates à partir de 50 grammes, avec une gêne modérée ou sévère, c'est-à-dire un IPSS de plus de 7 et un QEL de plus de 3. Plus la zone transitionnelle est importante, mieux sera le résultat de l'embolisation prostatique. C'est mieux d'avoir des vessies qui ne sont pas diverticulaires, qui ne sont pas totalement claquées, pour avoir après une capacité d'uriner après levée d'obstacles suite à l'embolisation prostatique. On est aussi efficace dans les rétentions aiguës d'urine et on a 65% de cas où on peut enlever la sonde vésicale dans les 3 à 6 semaines après l'embolisation de prostate. On peut aussi proposer l'embolisation prostatique chez les patients qui présentent une hématurie de cause prostatique. Pour l'IPSS, il faut savoir qu'il y a 7 items. Il y a des items qui traitent l'irritation vésicale, d'autres items qui traitent l'obstruction, donc la prostate, et après la vidange et le résidu postmictionnel. Plus on a des signes qui montrent le côté obstructif de l'IPSS, meilleur serait l'effet de l'embolisation prostatique ou de tout traitement de la prostate. Donc, si on a des patients qui ont essentiellement des signes irritatifs et très peu ou voire pas de signes d'obstruction, probablement que le traitement de la prostate marcherait moins bien. Donc, cliniquement, c'est qui les mauvais répondeurs? Probablement chez qui
le syndrome irritatif est prédominant, avec un gros résidu postmictionnel, une rétention d'urine de plus de 6 mois, avec une longue histoire d'autosondage. Et l'étude rétrospective que j'ai présentée tout à l'heure a montré que seuls les antécédents cardiovasculaires, c'est-à-dire le diabète, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, les antécédents d'infarctus, avaient de façon significative un effet sur l'efficacité clinique, c'est-à-dire si le patient il est artériopathe, diabétique, il a des antécédents d'AVC, probablement que ses vaisseaux sont moins bien et du coup l'effet clinique de l'embolisation prostatique sera moins bon. En imagerie, c'est qui les mauvais répondeurs? La perfusion prostatique, c'est très important, on travaille dessus, mais aussi si on a un énorme lobe médian de plus de 3-4 cm, si la zone transitionnelle elle est toute petite, ou si le volume prostatique est moins de 50 grammes, l'embolisation prostatique marcherait moins bien. Et après, si la vessie elle est totalement diverticulaire, à paroi très amincie, hypocontractile, probablement que même si on lève l'obstacle prostatique, le patient n'aura pas forcément une amélioration clinique sur ces symptômes du bas appareil urinaire. Juste un petit mot pour la voie radiale. On se met de plus en plus à faire les embolisations prostatiques par voie radiale. Cette étude rétrospective qui a inclus 998 patients et qui a été publiée en 2004 au JVIR montre que le succès technique de l'embolisation prostatique serait meilleur par voie radiale avec une courbe d'apprentissage, certes. Il y a moins de complications du point de ponction et le temps de geste et de tendoscopie serait significativement inférieur lors de l'utilisation de la voie radiale. Il n'y avait pas eu de risque, c'est-à-dire il n'y avait pas eu sur cette étude d'AVC, juste 2 cas d'AIT spontanément résolutifs. Là, je vous montre un cas qui montre l'intérêt de la voie radiale. Donc, du côté gauche, on a eu une anatomie modale, disons, de l'artère prostatique. Et du côté droit, en faisant l'aortoscanner initial, l'artère prostatique droite naissait de l'artère épigastrique inférieure, ce qu'on appelle la corona mortis. Donc l'artère épigastrique inférieure, branche de l'artère iliaque externe, donnait l'artère obturatrice, et de cette artère naissait l'artère prostatique. Donc si on piquait en artère fémorale commune droit, ça aurait été quasi impossible de cathétériser cette artère épigastrique inférieure qui est très proche du point de ponction artérielle. Donc on passe dans cette artère, on fait l'artérographie, on voit un gros shunt avec le corps caverneux ici. Donc on met le garopénien. Le garopénien, on l'a développé depuis quelques mois ou quasiment une année, et ça permet de faire disparaître quasiment cette anastomose avec le corps caverneux et d'injecter après, d'emboliser la prostate de façon sécurisée, sans avoir de risque de nécrose pénienne ou de complications ultérieures. Les résultats à 3 mois, on fait une consultation et une IRM à 3 mois. Ça montre ici les zones de nécrose, donc ça c'est l'IRM initial. Ici, diminution de la taille de la prostate, des zones de nécrose qui sont en hyposignal T2, avec une amélioration clinique surtout. Deuxième cas, donc l'IPSS et QL avant, IPSS et QL après, nette amélioration clinique, diminution de la taille de la prostate et des larges zones de nécrose en hyposignal T2. Voilà, pour finir, il y a des questions que les patients nous posent lors de la consultation, et c'est bien de savoir répondre à ces questions. C'est quoi le délai d'amélioration clinique? Le début d'amélioration clinique serait à partir de 3 semaines avec un maximum d'amélioration clinique à 3 mois. Est-ce qu'on peut arrêter le traitement médical, donc les alpha-bloquants ou les inhibiteurs de la 5-alpha réductase? On les garde, nous, en tout cas à Nîmes et dans la majorité des centres, on garde le traitement médical pendant les 3 à 4 premières semaines. Après, si nette amélioration clinique après l'embolisation, on peut arrêter le traitement médical, effectivement. La fonction érectile post-embolisation, probablement, il y aura une amélioration ou qu'il garde une fonction érectile la même que pré-embolisation. Mais en tout cas, on ne fait pas des embolisations prostatiques pour améliorer la fonction érectile. Il n'y a pas de risque d'éjaculation rétrograde à cause de l'embolisation prostatique. Par contre, chez certains patients qui ont eu des alpha-bloquants
en amont de l'embolisation prostatique. Parfois, ils gardent quand même l'éjaculation rétrograde à cause des alpha-bloquants qu'ils ont eu en pré-geste. Est-ce que l'embolisation prostatique a un traitement efficace? Oui, à 85% des cas. On travaille sur une meilleure sélection des patients pour que ce chiffre augmente. Et est-ce qu'il y a un risque de récidive des symptômes? Il y a un risque de récidive de symptômes. Progressif, à moyen terme, on est bien. À long terme, on est moins bien, mais toutes les équipes sont en train de travailler pour améliorer cette efficacité à long terme en changeant les agents d'embolisation et en améliorant leur technique d'embolisation. Voilà, pour finir, je pense que l'embolisation des artères prostatiques, on peut la proposer chez les patients qui ont une prostate qui a de plus de 50 grammes, avec des critères de sélection qui sont de plus en plus étudiés et optimisés. Et avant de passer à un traitement invasif et de la chirurgie, on pourra passer à l'embolisation prostatique. Et si ça ne marche pas, ça ne coupe aucune voie pour n'importe quel traitement ultérieur. Voilà, merci. Et n'hésitez pas à poser des questions et on se verra pendant le PU. Au revoir. Bonjour, je suis Julien Frandon, je suis radiologue interventionnel au CHU de Nîmes. Je suis professeur de radiologie à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes et on va parler aujourd'hui de comment communiquer avec les urologues et les médecins en général pour parler de l'embolisation de la prostate dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de prostate. Pourquoi c'est compliqué de parler de ça? Parce que quand on regarde les recommandations internationales de 2025, éditées par la Société européenne d'urologie qui fait foi, dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de prostate, eh ben, c'est le schéma que vous avez devant les yeux. C'est un schéma qu'on vous a mis aussi sur le flyer. Et quand vous regardez bien ce schéma, eh ben, je vous mets au défi de trouver l'embolisation de la prostate. Et l'embolisation de la prostate n'apparaît pas. Ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas un traitement qui est recommandé par les sociétés européennes d'urologie et donc ce qui en découle par les sociétés françaises. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'embolisation de la prostate, c'est un traitement en radiologie interventionnelle. En radiologie interventionnelle, ça existe depuis les années 2012. C'est un traitement pour lequel on a prouvé son efficacité dans des essais de très haut niveau de preuve, hein, contrôlés, randomisés en comparaison du traitement médical. Et on a une publication de l'année dernière dans le Lancet Journal of Medicine, donc une revue de rang A+, qui montre son efficacité par rapport au traitement médical en montrant que c'est plus efficace. D'accord? Donc c'est un traitement efficace. On a fait de multiples études rétrospectives multicentriques pour montrer que où que vous fassiez cette embolisation, ça marche. Et on est sur des critères d'efficacité d'environ 80% à 3 mois et une efficacité qui se prolonge jusqu'à 6 ans dans les études. Mais c'est vrai que par contre, là, on a peu d'études qui étudient l'efficacité à long terme. Donc toute la question est de savoir où est-ce qu'on va pouvoir placer cette embolisation de la prostate et quand on va pouvoir la proposer à l'urologue. Donc quand vous allez voir un radiologue, les radiologues vont vous dire, eh ben, on peut la proposer à tout le monde. On peut le proposer à tout le monde. Bon, c'est vrai que pour les radiologues, on peut le proposer à tout le monde, mais c'est difficile à entendre par les autres médecins parce qu'ils ont également plein de traitements à proposer. Et parmi tous ces traitements, on va réfléchir à comment convaincre l'urologue, comment convaincre le médecin traitant de penser à l'embolisation pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Dans tous ces traitements qui existent, quels sont les bons candidats, quels sont les meilleurs candidats? Donc quand on discute, eh ben, il faut déjà qu'on apprenne à discuter ensemble et parce que les bases de la communication, c'est primordial. Donc, quand vous allez discuter de prostate avec un radiologue, vous verrez hein, au cours des topos, ils vont vous dire la prostate fait tel volume, il faut un volume supérieur à 50 grammes, par exemple. On va vous dire après, est-ce que l'embolisation a été efficace? Quand vous demandez ça à un radiologue, le radiologue il va vous dire oui, l'embolisation elle a été efficace. J'ai beaucoup de nécrose en IRM. Ils vont vous parler de nécrose. Vous allez lui dire, mais tu l'as pas embolisé ce patient? Il va te dire non, ça a été difficile, c'était très tortueux, ces artères, je suis pas arrivé. Parce qu'en fait, on a un problème de tortuosité hein, quand les patients sont âgés. Hein, malheureusement, les artères ont le même âge que le patient. C'est des artères très tortueuses et parfois très difficiles à cathétériser et parfois on peut être en échec technique. Aussi, il y a des fois où vous allez faire emboliser votre patient, puis ça n'a pas marché et le radiologue vous dira, putain, je comprends pas, pourtant j'ai mis énormément de billes ou j'ai mis beaucoup de colle.
Tout ça, c'est des produits d'embolisation qu'on utilise. Et nous, le radiologue, on est beaucoup, beaucoup dans la technique. On vous dira, mais pourtant, j'ai fait la technique perfectite, par exemple, qui consiste à faire une embolisation à la fois proximale, à la fois distale. J'ai fait un tatouage de la prostate, c'est une embolisation très distale. Tout ça, c'est des termes techniques de radiologue. Et les radiologues, ils ont tendance à parler un peu comme ça. À l'inverse, quand vous parlez avec l'urologue, l'urologue va vous dire oui, mais je pensais que ça allait pas marcher parce qu'au toucher rectal, la prostate était très ferme et je pense que c'est pas une bonne prostate. Ou alors, je pense que ça ne marchera pas parce qu'il y a un gros lobe médian et ça va gêner. Ou alors, on va vous parler d'IPSS. Et là, c'est important, hein, l'IPSS, c'est une classification des symptômes cliniques, des symptômes fonctionnels, hein. C'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les PROMS, c'est les symptômes reliés à la qualité de vie du patient. Donc c'est hyper important, cet IPSS et ce QOL, et on s'en sert beaucoup pour guider notre geste, parce qu'on va aller traiter des patients symptomatiques, suffisamment gênés, et en général, on met un cut-off avec un IPSS à 7 et une qualité de vie supérieure à 3, d'accord, pour dire que le patient est suffisamment atterré. Pareil, l'urologue vous parlera de débimétrie, de bilan urodynamique. Vous aurez tout ce côté-là un petit peu fonctionnel du côté urologique. Et alors, quand vous allez discuter avec vos patients, le patient, il vous parlera pas de ça. Le patient, il vous dira, ben moi, le problème, c'est que quand je vais à Carrefour, quand je vais à Leclerc, hein, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les grandes surfaces, et ben je suis très gêné parce qu'il faut tout le temps que je repère les toilettes parce que j'arrive pas à rester 2 heures. J'arrive pas à rester 2 heures sans faire pipi. Ou alors il vous dira, bah, c'est pareil, j'ai une angoisse, moi, des embouteillages parce que quand je suis dans la voiture, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il y en a, ils vous diront, ben moi, le problème, je dors plus la nuit, parce que la nuit, je me lève 5 fois pour aller aux toilettes. Et il y en a quelques-uns qui vous diront aussi ben, qu'ils sont gênés parce qu'ils se font pipi sur les chaussures, parce qu'effectivement, le débit est plus faible. Et en fait, on voit que tout ça, en fait, on regarde la même chose, hein. L'urologue, le radiologue, le patient, c'est la même chose. On regarde les symptômes du patient. C'est juste une façon un petit peu différente d'appréhender tout ça. Et ce qui est très important, c'est qu'on puisse ensemble utiliser un vocabulaire commun pour communiquer. Donc moi, ce que je propose, ce qu'on fait en tout cas au CHU de Nîmes, nous, c'est en général, le patient arrive, il est gêné, donc il faut que ça soit un patient gêné. Donc on dit, en général, on met l'IPSS supérieur à 7, ça veut dire qu'il a une gêne modérée. Il sort de la gêne légère, il est en gêne modérée. Donc c'est un patient qui est gêné. En général, c'est un patient qui a déjà pris un traitement médical, c'est facile, hein, vous lui mettez un alpha bloquant, c'est un cachet par jour. Si c'est bien toléré et qu'il est satisfait avec, on n'agit pas. Mais si par contre, il tolère mal son traitement et ou le traitement ne marche pas, bah, c'est à des patients, s'ils ont envie de se faire opérer et que voilà, ils peuvent aller se faire opérer. Mais les patients qui n'ont pas envie de se faire opérer, qui veulent une alternative, et ben ces patients-là, on peut leur proposer l'embolisation. Et là, le radiologue intervient en expliquant en quoi ça consiste, hein. Vous aurez tous les détails techniques avec Tarek. Et lui, à sa consultation, il va pouvoir un peu sélectionner son patient en regardant le volume de prostate. Il faut une prostate parce qu'il y a un effet volume, hein. Quand on embolise, on va entraîner une réduction de taille. Donc, il y a un volume limite. Donc, nous, on conseille plutôt des prostates de plus de 50 grammes. Il y a des équipes qui embolisent des petites prostates. Nous, on conseille plutôt d'aller sur des prostates de grande taille pour avoir une efficacité équivalente au résultat de la littérature. Il y a le profil vasculaire qui est important, donc il y a l'histoire de tortuosité, d'âge, ça contre-indique pas le geste, mais si vous avez un patient âgé avec des artères très tortueuses, il faut le prévenir qu'il y a un risque d'échec technique qui est plus important. Si vous avez un patient qui vient, par exemple, et lors du bilan vasculaire, vous vous rendez compte qu'il a les artères hypogastriques. Les artères hypogastriques, c'est les artères du petit bassin d'où naissent les artères prostatiques. Si ces artères hypogastriques sont bouchées, ça ne sert à rien d'aller l'emboliser parce que vous ne pourrez pas cathétériser les artères. À côté de ça aussi, on a poussé un petit peu le profil vasculaire. On a plusieurs PhD qui travaillent dessus parce qu'on pense qu'il y a un certain profil de microcirculation sur laquelle on est plus efficace. Donc ça, on a fait des études qu'on a publiées, hein, et on a un profil vasculaire maintenant favorable. Et quand on voit des patients, on leur dit, vous, votre profil vasculaire, il est intéressant pour l'embolisation, on pense que ça va marcher et ça va marcher dans 100% des cas pour vous. Ou alors votre profil vasculaire, il montre que vous avez une prostate qui est moins sensible à l'ischémie, et là, pour vous, l'efficacité, elle est diminuée, et déjà, on est plus autour de moins de 50% d'efficacité. Tout ça, ça contre-indique pas le geste, c'est juste que le patient, on lui explique, et c'est à lui toujours, hein, qui prendra sa décision. De la même manière, il y a les risques chirurgicaux qui sont expliqués au patient. Nous, on peut lui expliquer les risques de l'embolisation. Donc l'embolisation aujourd'hui,
C'est une technique qu'on maîtrise, hein, qui est faite dans des salles de haute technologie avec des contrôles 3D, soit par scanner, soit par Cone Beam CT, qui est une sorte de scanner dégradé. Donc aujourd'hui, quand le patient vient faire une embolisation de la prostate, il ne prend pas de sur-risque, d'accord? Il n'y a pas de risque. Le seul risque qu'il prend quand il vient nous voir, c'est que ça ne marche pas. Il y a les histoires aussi d'embolisation hors cible. L'embolisation hors cible, c'est quand on injecte une particule qui, au lieu d'aller dans l'artère de la prostate, va dans une autre artère et potentiellement pour entraîner une complication à type, ça a été décrit dans la littérature, un produit d'embolisation qui migre, qui va dans une artère du pénis et les patients décrivent une petite ischémie réversible, hein, ça rentre dans l'ordre du bout du gland. Ça a été décrit, on l'a eu aussi au début de l'expérience. Mais maintenant, vous pouvez être rassuré, Nîmes est assez en avance en embolisation de la prostate. On a inventé le garopénien, hein, un garopénien qui est connu mondialement, hein, publié dans des revues internationales, qui est connu comme le garopénien nîmois. D'accord? Donc c'est nous qui l'avons inventé. On n'a rien inventé, hein, on a juste dérivé la technique. Et en fait, comme ça, on embolise quand il y a des anastomoses dangereuses sous garrot, un garrot très rapide, très court, hein, juste le temps de l'embolisation. Et ça évite qu'il y ait des embolisations hors cible. Et tous ces détails techniques vous seront faits par Tarek. Donc aujourd'hui, quand on adresse un patient en embolisation, ce qui est important, qu'ils comprennent que voilà, le risque, c'est que ça ne marche pas, c'est tout. Il n'a pas de risque surajouté, à part des risques exceptionnels au niveau de la ponction artérielle, qui arrive dès qu'on touche une artère, hein. L'artère, c'est très rare, mais elle peut se disséquer, se thromboser. Tout ça, c'est quelque chose qu'on balaye avec lui au moment de la consultation, hein. Chaque patient voit son radiologue en consultation avant de venir et chaque patient est traité dans l'hôpital de jour de radiologie. Donc on est complètement autonome, hein, sur la prise en charge, hein. Il n'y a rien à faire, vous nous adressez le malade et on s'en occupe de A à Z pour notre compétence de radiologie interventionnelle. Derrière, on va faire son suivi en le voyant à 3 mois, hein. L'embolisation, c'est un effet retardé avec les premiers effets qui apparaissent à 1 mois et l'effet maximal à 3 mois. C'est pour ça qu'on les revoit toujours à 3 mois pour faire le point. Et comme je vous l'ai dit, on a une compétence de radiologue interventionnel, mais on n'a pas une compétence d'urologue. C'est pour ça que c'est indispensable de travailler radiologue et urologue, parce que le radiologue interventionnel ne s'occupe pas de la maladie urologique prostatique, d'accord, en général avec le suivi du PSA, du cancer, etc. Il faut que le patient, bien sûr, soit adressé par un urologue qui le suit. C'est pour ça que c'est un traitement qui s'envisage seulement dans une collaboration entre l'urologue et le radiologue, le médecin prescripteur et le patient. Et pour moi, ça doit rester un choix que doit prendre le patient, hein. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, quand on fait une embolisation, c'est un traitement un peu long, hein. Ça dépend de l'expérience de l'opérateur. Ça dépend aussi du profil vasculaire du patient. Mais en moyenne, nous, on est autour d'1 heure et demie à peu près pour une intervention. Donc voilà, hein, le patient va devoir passer 1 heure et demie sur la table. Il aura une ponction artérielle. Il faudra qu'il garde la jambe tendue pendant 4 heures. Et après, il faudra qu'il reste bien au calme pendant 24 heures et le lendemain, il pourra reprendre son activité quotidienne. Mais je veux dire, c'est pas un médicament à prendre, hein. Il y a quand même un petit geste. Donc tout ça, c'est expliqué pendant la consultation et après, c'est le patient qui choisit. Et ce que j'aime bien quand je suis en consultation avec les patients, c'est une de mes internes avec qui avait fait sa thèse avec moi, qui m'avait fait cette petite photo. Et c'est vrai que j'aime bien le partager ça aussi avec les patients. C'est que les hommes, on a tendance un peu à se focuser sur notre prostate aux alentours de 50-60 ans. Mais je mets toujours en parallèle tous les problèmes féminins, hein, du pelvis féminin. Parce qu'en général, quand vous adressez un patient pour une émotion de la prostate, il va dans un pelvis center, hein. Nous, on est pelvis center du Gard. Et dans ce pelvis center, on va faire les problèmes masculins avec la prostate, mais il y a aussi les hémorroïdes, etc. Et on fait aussi tout le pelvis féminin, hein, avec le centre de congestion pelvienne, les fibromes, l'adénomiose qu'on embolise, hein. Et quand on a les patientes en consulte, c'est des histoires beaucoup plus compliquées avec des longs parcours, hein. Donc, ce que je dis toujours aux hommes, c'est que la prostate vous gêne. Mais n'oubliez pas que votre femme à la maison aussi, c'est compliqué. Donc, il faut toujours rester un petit peu modeste. Voilà, et après, je serai ravi de répondre à vos questions le jour J, quand on se verra pendant le PU.